Le décor. Géographie de la forêt de Hurtgen. La forêt de Hurtgen était un piège naturel façonné au fil des siècles sur le rebord montagneux entre la Belgique et l'Allemagne. Au sud d'Aix-la-Chapelle, à l'intérieur d'un triangle formé par Aken, Duren et Monschau, s'étendaient environ 50 miles carrés de collines couvertes de sapins, de vallées profondes et de ruisseaux rapides. C'était le seuil de l'Eifel, un territoire rude où les routes serpentaient entre des pentes abruptes et des ravins plongés dans une ombre permanente. En cet automne 1944, la ligne de front s'adossait à cette masse sombre de forêt que les soldats américains allèrent bientôt baptiser l'Enfer vert. Le relief du Hurtgenwald suivait un schéma qui favorisait celui qui savait attendre en défense. 2 lignes de hauteur traversèrent la forêt du sud-ouest au nord-est en direction de la rivière Roer. Sur la crête nord s'alignaient les villages de Hurtgen, Kleinhau et Groschau, de petits groupes de maisons et de fermes dominant des clairières isolées au sein de la masse forestière. Sur la crête sud, un autre axe de collines reliait Lammersdorf au village reculé de Schmidt, alors presque inconnu même de nombreux Allemands. Entre ces 2 lignes s'ouvrait le défilé de la rivière Kahl, un cours d'eau étroit aux eaux rapides, encaissé entre des parois couvertes d'arbres qui transformaient tout mouvement en un effort épuisant. Les Allemands avaient tiré parti de ce cadre naturel pour renforcer la frontière occidentale du Reich. Avant la guerre, le régime avait édifié la muraille de béton connue sous le nom de Westwall ou ligne Siegfried, une chaîne de fortifications qui, dans la zone de Hurtgen, s'enfonçait au cœur de la forêt. Parmi les arbres se dissimulaient des bunkers en béton, des casemates de plusieurs mètres d'épaisseur, des nids de mitrailleuses aux champs de tir croisés et des abris creusés dans les pentes. En avant, dans les clairières et les accès, apparaissaient des rangées de dents de dragon, blocs de béton conçus pour bloquer les chars, ainsi que des lignes de poteaux d'acier plantés dans le sol pour arrêter les véhicules. À cet ensemble défensif s'ajoutaient les mines, les principaux accès, les sentiers forestiers et les points de rassemblement possibles étaient truffés d'engins de tout type, mines anti-chars, mines antipersonnelles à faible signature métallique, impossibles à détecter avec les équipements alliés, et les redoutables mines bondissantes qui explosaient à hauteur de taille, saturant l'air d'éclats. En pratique, chaque tranchée recouverte de feuilles pouvait dissimuler un détonateur, et chaque pas incertain pouvait se terminer par une mutilation ou la mort. La combinaison de la forêt dense, de la visibilité limitée et des champs de mines transformait toute progression en une marche à l'aveugle. Face à ce scénario, les forces alliées qui approchaient depuis l'ouest étaient organisées autour de la première armée américaine, commandée par le général Courtney Hodges. Son principal instrument dans la zone était le 7e corps d'armée, sous les ordres de Lightning Joe Collins, un commandant agressif qui venait de combattre dans le Pacifique et qui croyait l'Allemagne sur le point de s'effondrer. Sous son autorité se trouvaient plusieurs divisions d'infanterie vétéranes, telles que la 1e, la 4e, la 9e et la 28e, ainsi que des divisions blindées qui avaient traversé la France à toute vitesse. Pour les états-majors alliés, ces noms représentaient des formations aguerries, capables de percer des défenses et d'exploiter la moindre brèche. Cependant, dans la forêt, ces atouts se dissipaient. Les chars pouvaient à peine manœuvrer sur les chemins étroits. Il suffisait de faire sauter un pont ou de bloquer un carrefour pour les immobiliser. Les formations d'artillerie, si efficaces en terrain découvert, éprouvaient d'énormes difficultés à régler leurs tirs parmi les arbres élevés qui faisaient exploser les obus prématurément et transformèrent les cimes en un plafond d'éclats mortels. L'aviation tactique, qui avait été la terreur des colonnes allemandes en France, trouvait peu de cibles visibles dans l'enchevêtrement des troncs et le camouflage soigneux des défenseurs. Ainsi, la première armée se voyait contrainte de dépendre avant tout de son infanterie à pied. Du côté allemand, la responsabilité de la défense du secteur de Hurtgen incombait à la 7e armée, subordonnée au commandement de von Rundstedt sur le front occidental. Les divisions affectées à la forêt n'étaient pas les unités d'élite que les Alliés avaient affrontées les années précédentes, mais des formations usées, souvent qualifiées de seconde catégorie. La 353e division d'infanterie, puis la 275e, et d'autres unités qui seraient relevées au fur et à mesure que la bataille se prolongerait.
Leurs effectifs étaient inférieurs au tableau théorique et mêlaient des vétérans venus du front de l'Est, de jeunes recrues et des éléments réorganisés d'unités détruites en France. La 9e division d'infanterie, du triomphe en France aux portes du Reich. La 9e division d'infanterie arrivait dans la forêt de Hurtgen avec un poids que peu d'unités pouvaient égaler, près de 2 années de combats continus. Ces hommes avaient appris à se battre dans le désert de Tunisie, avaient gravi les collines poussiéreuses de Sicile et, plus tard, s'étaient frayé un chemin à travers les haies de Normandie. Son artillerie avait contribué à arrêter Rommel après Kasserine. En France, elle avait été en première ligne lors du siège de Cherbourg, puis dans la percée des têtes de pont. Ce n'était pas une division de vitrine, elle n'avait ni surnom accrocheur ni général histrionique en quête de gros titres, mais les correspondants qui la connaissaient la considéraient tout simplement comme l'une de nos meilleures divisions d'infanterie. Au début de septembre 1944, les unités avancées de la première armée franchissaient déjà les rivières frontalières. Des patrouilles américaines foulaient le sol allemand presque sans opposition, découvrant des bunkers vides, de la poussière accumulée sur le sol et même des poulaillers construits autour de certaines casemates. Il semblait que le fameux « mur de l'Ouest » n'était qu'une façade creuse. Cette entrée presque paisible en Allemagne alimenta une illusion dangereuse, l'idée que l'ennemi était brisé et que la guerre, en substance, était gagnée. Pour la 9e division, ce moment d'euphorie fut bref. Après la première vague de franchissement, la division reçut pour mission de tenir et d'élargir la tête de pont dans le secteur au sud d'Aix-la-Chapelle, précisément là où commençaient les collines boisées de l'Eifel. Ces 3 régiments se déployèrent sur un front mêlant champs ouverts, petits villages et les premiers contreforts de la forêt de Hurtgen. Là, la guerre cessa de ressembler à une campagne mobile et redevint une lutte lente, corps à corps, autour de chaque ruisseau, de chaque colline et de chaque clairière entre les arbres. Le 60e régiment, vétéran aguerri depuis l'Afrique du Nord, joua un rôle central dans cette avance initiale vers l'intérieur du Reich. Ces hommes, que les états-majors surnommaient les Go Devils, avaient appris à évoluer sur des terrains difficiles, à improviser des itinéraires entre haies et ruines. Ils devaient désormais le faire face à un ennemi qui, après la retraite chaotique à travers la France, commençait à se regrouper derrière les fortifications du West Wall. Les ingénieurs américains ouvraient des brèches dans les champs de mines. Les patrouilles se glissaient entre les bunkers pour tester la réaction allemande. L'artillerie, lorsqu'elle disposait de munitions, pilonnait les lignes suspectes. Parmi les objectifs assignés à la 9e durant cette phase figurait un petit village aux toits inclinés et aux ruelles étroites, Schevenhütte. Sur la carte, ce n'était qu'un point sur une route secondaire. En réalité, il contrôlait une série de hauteurs et de chemins forestiers s'enfonçant vers l'est, en direction de Stolberg et de la lisière nord de la forêt de Hurtgen. Le prendre signifiait enfoncer un premier coin dans le système défensif allemand, au-delà des positions de frontières. L'attaque fut planifiée comme une opération de portée limitée, mais pour les hommes de la première vague, le risque n'avait rien de limité. Ils avancèrent sous une pluie intermittente, la boue collant aux bottes et à l'équipement, traversant des prairies saturées de mines et de barbelés. Les observateurs d'artillerie tentaient de localiser les pièces ennemies qui tiraient depuis les pentes boisées. Souvent, lorsqu'ils parvenaient à les réduire au silence, d'autres batteries entraient en action plus en arrière. Les mitrailleuses allemandes, bien dissimulées dans les maisons à la lisière du village ou dans des positions creusées entre les arbres, balayèrent les accès à Schevenhütte. Les compagnies du 60e et des éléments du 39e se frayèrent un chemin maison par maison, tranchée par tranchée. Les explosions projetaient des cascades de tuiles et de poutres. Les murs s'effondraient sur les soldats qui utilisaient les décombres eux-mêmes comme couverture pour gagner quelques mètres supplémentaires. À plus d'un carrefour, les sections durent littéralement ramper sous le feu, à la recherche d'angles morts dans l'observation ennemie. Les infirmiers travaillaient à la limite de leurs forces, traînant des blessés hors des champs de mines ou pénétrant dans des bâtiments à moitié effondrés pour extraire ceux qui y étaient restés piégés. Lorsque les Américains sécurisèrent finalement le centre du village, ils découvrirent que ce succès avait un prix ambigu. Schevenhütte était entre leurs mains, mais le terrain qui l'entourait restait dominé par des hauteurs contrôlées par les Allemands. Malgré tout, l'ordre fut clair, il fallait tenir la position.
La 9e division organisa rapidement la défense de Schevenhütte, utilisant les caves comme poste de commandement et de secours, renforçant les murs avec des sacs de sable et des troncs, adaptant les granges en nids de mitrailleuses. La nuit, les ingénieurs ouvraient de nouvelles tranchées et des passages entre les maisons afin que les escouades puissent se déplacer sans s'exposer dans les rues. Le jour, l'artillerie allemande pilonnait le village. Les hommes apprirent à distinguer au son si le prochain obus tomberait près ou loin, s'ils devaient se jeter au sol ou continuer à courir. Le saillant de Schevenhütte eut un effet immédiat sur le moral des deux camps. Pour les Américains, c'était la preuve qu'ils pouvaient percer le mur de l'Ouest et se maintenir à l'intérieur de l'Allemagne malgré la résistance. Pour les Allemands, il devint un rappel humiliant que l'ennemi avait non seulement franchi la frontière, mais occupait désormais des villages et des hauteurs qui, peu auparavant, étaient considérés comme faisant partie intégrante du sol sacré du Reich. L'avance vers Schmidt, Hürtgen et Kleinau. Depuis Schevenhütte, la 9e division regardait vers l'est et voyait sur les cartes un itinéraire apparemment logique. Traverser la forêt de Hürtgen, s'emparer des hauteurs entre le village du même nom et Kleinau, puis ouvrir de là la porte vers Schmidt et la plaine de la Roer. Sur le papier, il s'agissait d'un mouvement de débordement destiné à protéger l'avance principale vers Aix-la-Chapelle. Sur le terrain, c'était le début d'une impasse. L'objectif immédiat était le réseau de routes reliant Schevenhütte à Hürtgen et au-delà à Kleinau. Ce tracé, qui sur une carte semblait une simple liaison de villages, se transformait en réalité en une série de défilés étroits où l'infanterie devait progresser à pied, les chars du 3e Armord ou de petits détachements blindés ne faisant que s'avancer timidement sur les pistes de terre. Le bois humide absorbait les sons. Les hommes avaient l'impression que chaque pas les enfonçait davantage dans une sorte de puits vert. À la fin septembre, les régiments de la 9e se relayèrent sur la ligne. Ils avançaient de 100, 200 mètres, organisaient un nouveau point d'appui, puis le perdaient à la tombée de la nuit lorsqu'une contre-attaque allemande, appuyée par des mortiers et une artillerie précise, les forçait à reculer. Sur de nombreux secteurs du front, il n'existait pas de ligne claire, seulement des groupes isolés de sections tentant de s'orienter à l'aide de boussoles qui devenaient inutiles parmi des arbres tous semblables. Les Allemands, peu nombreux mais solidement retranchés, exploitaient au maximum l'avantage du terrain. De petits détachements d'infanterie, des vétérans venus de Russie ou d'Italie, occupaient des bunkers de béton camouflés, des trous de tir creusés entre les racines et des positions de mitrailleuses incrustées dans les pentes. Le feu venait presque toujours d'en haut, des crêtes dominant la route vers Hürtgen, des rebords du plateau menant plus loin à Kleinau. Les Nord-Américains voyaient rarement l'ennemi. Ils voyaient en revanche les effets des obus explosant dans la cime des arbres et transformant les éclats en lames de bois. Avec octobre, arriva la pluie continue. La forêt, déjà sombre, devint presque claustrophobique. Les tranchées improvisées se remplissaient d'eau glacée, les ponchos ne suffisèrent plus, et la terre se transformait en une boue épaisse. Certaines tentatives de pénétration plus profonde vers Hürtgen se soldèrent par des tragédies quasi immédiates. Les compagnies qui débouchaient du bois dans une clairière étaient accueillies par des mitrailleuses croisées et des observateurs d'artillerie qui, depuis des jours, avaient enregistré ce même espace vide. Les rapports ultérieurs parleraient de sections qui, en l'espace de quelques minutes, se retrouvaient réduites à quelques hommes rampant de nouveau vers l'ombre des arbres. Le mythe de l'avance rapide, de la guerre de manœuvre qui avait caractérisé la campagne de France, s'effondrait parmi les racines et les troncs brisés. L'artillerie allemande devint le véritable maître de la forêt. Avec des observateurs placés sur les rebords du plateau de Hürtgen et dans les environs immédiats de Kleinau, elle pouvait diriger un feu précis sur tout sentier que les Nord-Américains osaient emprunter. Faute de ciel dégagé, l'aviation alliée pouvait à peine intervenir. Les chasseurs bombardiers, si efficaces dans la campagne française, se révélèrent presque inutiles au-dessus d'une voûte de feuillage fermé. Au milieu de cette routine mortelle, le nom de Schmidt apparut de plus en plus souvent dans les ordres. Bien qu'il restât encore à franchir le village même de Hürtgen et la crête qui le reliait à Kleinau, les planificateurs regardaient au-delà vers le plateau boisé où se trouvait Schmidt, dominant les vallées menant au barrage de la Roer.
Pour les soldats, Schmidt n'était encore qu'un point sur la carte, mais il commençait à devenir la promesse d'un objectif défini, capable de donner un sens à tant de sacrifices. La capture de Schmidt, l'usine de la mort, et la désintégration du 112e régiment, novembre. Le 2 novembre 1944 se leva sale, froid et gris sur la forêt de Hürtgen. La vieille neige craquait sous les bottes, et sous cette croûte gelée restaient enfouis les cadavres de la 9e division que personne n'avait eu le temps de récupérer. Pour les hommes de la 28e division de Pennsylvanie, qui arrivaient en relève, ce paysage était un avertissement de ce qui les attendait. Le nouvel objectif était clair et ambitieux. Traverser la vallée de la Cale, capturer Schmidt et s'accrocher au plateau, fermant la porte du Reich par le sud. À 8 heures précises, le silence de la forêt fut brisé par un rugissement rappelant 1918. 12 000 obus s'abattirent sur les positions allemandes, un bombardement massif d'artillerie qui souleva des colonnes de terre, d'éclats de pin et d'acier tordu. Après le tir préparatoire, le 2e bataillon du 112e régiment avança depuis Germeter et parvint à prendre Vosnack, où il commença à creuser fébrilement sous le regard des observateurs allemands postés sur les hauteurs de Brandenberg, Bergstein, Kommerscheid et Schmidt. La route vers l'objectif principal semblait ouverte. Pendant ce temps, le 3e bataillon du 112e se préparait pour la partie la plus compliquée du plan, traverser la profonde gorge de la Cale par un sentier forestier étroit et escarpé, à peine digne d'être appelé un chemin. Par là devaient passer des hommes, des mules, des jeeps, des transports chenillés et des canons anti-chars. Très vite, le Cold Trail se transforma en piège, des véhicules glissant vers le ravin, des chenilles patinant dans la boue, des civières alignées sur le bas-côté en attente d'évacuation. Chaque mètre gagné coûtait du temps et des vies, mais le plan tenait toujours. Prendre Schmidt, la tenir et en faire une tête de pont vers les barrages de la Roer, même si la plupart des officiers de régiment n'avaient jamais entendu parler de ces digues. À l'aube du 3 novembre, les éléments avancés du 3e bataillon parvinrent à se frayer un passage jusqu'à Kommerscheid et, au-delà, vers Schmidt. Les Allemands, surpris par l'axe de progression, opposèrent une résistance dispersée. Schmidt n'était pas une grande ville, à peine un village aux toits bas et aux rues étroites, mais il dominait la crête sud-est et contrôlait les voies d'accès. Pour les états-majors américains, c'était la clé du plateau. Lorsque les hommes du 112e pénétrèrent enfin dans le bourg, entre maisons endommagées et poteaux renversés, le sentiment initial fut celui de la victoire. Pour la première fois depuis septembre, les Américains étaient solidement installés à l'est de la Cale, mais ce succès était fragile. L'artillerie lourde était restée en arrière dans la zone de départ. Les canons et les chars qui tentaient de franchir la gorge de la Cale s'enlisaient ou devenaient des cibles faciles pour l'observation allemande. À Schmidt, le 3e bataillon se retrouva pratiquement isolé, avec peu d'armes anti-chars, des munitions limitées et des communications intermittentes. Les hommes étaient épuisés après des jours de marche et de combat parmi des arbres éclatés. La position semblait un triomphe, mais en réalité, c'était un saillant vulnérable, s'enfonçant trop profondément dans le dispositif ennemi. À l'aube du jour suivant, l'illusion prit fin. Les obus arrivèrent d'abord. Les Allemands commencèrent à faire marcher leurs tirs sur tout le village, des lisières jusqu'au centre, détruisant les positions une à une, arrachant les toits, transformant les caves en pièges. Sous ce rideau de feu, on entendit un son que beaucoup reconnurent avec terreur. Le grincement métallique des chenilles et le grondement sourd de moteurs blindés qui approchaient. La contre-attaque tant redoutée avait commencé. Une douzaine de chars, pour la plupart des Panzer IV, et environ 150 fantassins surgirent dans la brume, avançant avec une assurance inquiétante. Le lieutenant-colonel Flood, commandant du 3e bataillon, réclama un appui d'artillerie, mais les batteries étaient mal coordonnées, sous le feu ou sans communication claire. Le bombardement à mine n'arriva pas. Les sapeurs avaient posé des mines, mais de nombreux chars roulèrent dessus sans exploser ou sans subir de dégâts décisifs. Les bazookas de l'infanterie frappaient les blindages sans les percer, des projectiles rebondissant comme des balles incandescentes sur des plaques d'acier. Dans la compagnie K, la vue des chars approchant fit craquer les nerfs de beaucoup. Un peloton entier commença à reculer sans ordre. Flood et ses officiers tentèrent d'arrêter la marée d'hommes qui se dissolvait entre maisons en ruine et potagers dévastés, mais la panique était plus forte que la discipline.
Certains abandonnèrent même des camarades blessés qui suppliaient depuis les fossés. D'autres, désorientés, s'enfuirent vers la forêt et tombèrent entre les mains de patrouilles allemandes qui refermaient lentement l'étau autour du village. Depuis le poste de commandement du régiment, le colonel Carl L. Peterson transmettait à la division des nouvelles de plus en plus mauvaises. Il avait passé des décennies au sein du 112e et connaissait nombre de ses hommes par leur nom. Il voyait maintenant l'ensemble du dispositif se désagréger sous ses yeux. Le général Norman Cotta, au quartier général de la 28e, recevait des messages confus. S'agissait-il d'une compagnie en retraite ou de tout le bataillon? Il envoya un officier, le colonel Lockett, pour vérifier la situation à Schmidt. Celui-ci n'arriva jamais. Son jeep fut pris dans une embuscade et Lockett finit prisonnier. En quelques heures, la chaîne de commandement se trouva criblée de vide, des officiers capturés ou isolés de l'autre côté de la cale. Les hommes qui parvenaient à s'échapper de Schmidt commencèrent à arriver à Kommerscheid, le regard vide, les uniformes couverts de boue et de sang. Officiers et sous-officiers tentaient de les arrêter à coups, à cris, allant jusqu'à les menacer de leurs pistolets réglementaires. Ils réussirent à en retenir à peine 200. Le reste se dispersa dans la forêt, cherchant n'importe quel endroit qui ne soit pas ce village exposé. La nouvelle de la rupture à Schmidt se propagea comme un incendie. Si l'avant-garde s'était effondrée, quelle chance restait-il à ceux qui défendaient encore la liaison sur la cale? À l'arrière du front, le régiment de soutien médical installé au poste Honeymoon recevait un flot continu de blessés. Les brancardiers notaient sur le front les doses de morphine, découpaient les vêtements imbibés de sang et classèrent les hommes entre opérables et sans espoir. Derrière la salle d'opération improvisée s'accumulait un tas croissant de membres amputés. L'air se chargeait d'odeurs de désinfectants, de poudre et de chair brûlée. Pour ceux qui entraient dans cet endroit, l'expression « usine de la mort » n'était plus une métaphore journalistique, mais une description littérale de ce que la forêt faisait à chaque régiment qui osait s'y aventurer. Cotta, sous la pression du commandement de corps et face à l'insistance selon laquelle Schmidt devait être tenu à tout prix, ordonna de reconstituer la force d'attaque. Une task force fut créée en combinant des restes d'unités d'infanterie et du génie avec des blindés d'appui. Sur le papier, elle devait se frayer un passage par la cale, renforcer Kommerscheid et reprendre Schmidt. En pratique, le Cale Trail était devenu un corridor de mort battu de tous côtés par l'artillerie et les tireurs d'élite. Les chars qui s'y aventuraient étaient détruits ou abandonnés dans les virages les plus exposés. Les mules et les véhicules chenillés s'entassaient en une caravane immobile, laissant les blessés coincés sur des civières sous la pluie et le feu. Lorsque le repli général à l'ouest de la cale fut enfin autorisé, le 112e n'était plus un régiment opérationnel en aucun sens réel. Peterson lui-même, blessé à 2 reprises et submergé par l'ampleur du désastre, dut littéralement ramper le long du sentier de la cale pour rendre compte de visu de l'état de son unité. Des années plus tard, des vétérans revenus en touristes dans cette vallée se souviennent de l'image du colonel, hors de lui, avançant à 4 pattes parmi des véhicules renversés et des corps recouverts de couvertures. Le bilan fut dévastateur. Au sein du 112e régiment, sur environ 3000 hommes entrés en combat à peine 2 semaines plus tôt, plus de 2000 furent mis hors de combat. Des centaines capturés ou portés disparus, autant de morts, de blessés ou d'hommes rendus inaptes pour des causes non directement liées au combat, comme l'épuisement extrême et le pied de tranchée. Pour la 28e division dans son ensemble, le chiffre dépassa les 6000 hommes, soit près de la moitié de son effectif initial. Dans les compagnies de fusiliers, les pertes atteignirent ou dépassèrent, dans les faits, les 100%. Des sections entières disparurent des effectifs, remplacés ensuite par des recrues qui n'avaient jamais vu la forêt. Opération Queen, la grande offensive et le petit enfer de Hurtgen. Au début de novembre 1944, tandis que les restes du 112e régiment se traînaient hors de la vallée de la Cale, les planificateurs alliés pensaient à quelque chose de bien plus vaste qu'une forêt perdue sur la frontière germano-belge. Pour Eisenhower, Bradley et Hodges, le front occidental avait besoin d'une offensive massive capable de briser définitivement la ligne Siegfried, d'atteindre la rivière Roer et d'ouvrir la route vers le Rhin. Ce plan, baptisé Opération Queen, devait mobiliser des centaines de milliers de soldats, d'énormes concentrations d'artillerie et la force aérienne stratégique.
En apparence, la forêt de Hurtgen n'était qu'un recoin de plus sur cet échiquier. En réalité, elle allait devenir l'un des points de friction conditionnant l'ensemble du dispositif. L'idée générale était simple. 2 armées américaines, la première de Hodges au sud et la 9e de Simpson au nord, avanceraient en parallèle vers la Roer. Une fois la rive occidentale atteinte, les franchissements seraient préparés et après l'établissement de la tête de pont, l'objectif naturel suivant serait le Rhin. À ce schéma terrestre s'ajoutait une composante aérienne colossale. Le 16 novembre, des milliers de bombardiers lourds et moyens devaient ravager les villes et les nœuds ferroviaires entre Düren, Jülich et Eschweiler, afin de paralyser la capacité de manœuvre allemande avant l'entrée en action de l'infanterie. Mais sur la carte figurait un détail gênant. La Roer n'était pas une rivière normale. Dans son cours supérieur, au sud et à l'est de la forêt de Hurtgen, une série de barrages retenait des millions de mètres cubes d'eau. Plusieurs ingénieurs du 19e corps avaient déjà averti par écrit que, si les Allemands ouvraient les vannes ou faisaient sauter les digues, ils pourraient inonder la vallée et la transformer en un lac de plus d'1 kilomètre de large, rendant inutilisable pendant des semaines toute tentative de franchissement et contraignant les Alliés à concentrer tous leurs véhicules sur quelques routes surélevées. Ainsi, la place de Hurtgen au sein de l'opération Queen se définissait de manière indirecte. L'effort principal de la première armée devait incomber au 7e corps de Lightning Joe Collins, chargé d'avancer au nord d'Aix-la-Chapelle sur un terrain plus ouvert, appuyé par les blindés et l'aviation tactique. Le V-Corps, couvrant le secteur de la forêt, recevait une mission apparemment secondaire, protéger le flanc droit de l'avance, nettoyer les hauteurs boisées depuis lesquelles l'artillerie allemande pouvait observer et battre les routes de ravitaillement vers la Roer et, si possible, continuer à progresser pour se rapprocher des barrages. Ce « si possible » allait se transformer en piège. Pour que la 9e armée de Simpson puisse lancer sa propre phase de l'offensive, puis franchir la Roer, il était indispensable que l'ennemi ne contrôle pas à sa guise le débit du fleuve. Cela signifiait, en pratique, neutraliser les réservoirs ou, au moins, empêcher les Allemands de les utiliser comme une arme. Le seul accès terrestre vers ces barrages passait par le plateau de Schmidt et les villages qui l'entouraient. Et le seul accès raisonnable à ce plateau, depuis le secteur de Hodges, traversait la forêt de Hurtgen. La défaite de la 28e division à Schmidt ne modifia pas fondamentalement la logique du plan. La version officielle continua de parler de la nécessité d'assurer l'aile droite et de dominer les saillants boisés. Des formules qui maquillaient une réalité simple. Une division d'infanterie avait été engagée dans une zone n'offrant aucun avantage tactique à la supériorité matérielle américaine. Malgré cela, lors de la conception de l'opération Queen, personne ne proposa sérieusement d'abandonner la forêt, de l'isoler par les airs et sur ses marges, et de chercher des itinéraires alternatifs vers les barrages. Le prestige de la chaîne de commandement et la logique du « ne pas reculer » pesèrent plus lourd que l'analyse froide du terrain. Du côté allemand, la forêt et les barrages faisaient partie d'un même système défensif. Le groupe d'armées B de modèle savait qu'il ne pourrait pas arrêter indéfiniment les Alliés en terrain découvert, mais qu'il pouvait gagner du temps en contraignant l'infanterie américaine à combattre dans des espaces où ses chars et son aviation étaient presque inutiles. Les divisions de Volksgrenadiers, renforcées par des restes d'unités épuisées en Russie et en France, se retranchèrent sur les crêtes, couvrant les accès à Schmidt et surveillant la vallée de la Roer. De leur point de vue, chaque jour de retard dans le franchissement du fleuve était un jour de plus pour réorganiser les réserves, renforcer la ligne Siegfried et préparer la contre-offensive que Hitler projetait dans les Ardennes. Le 16 novembre, lorsque les premières vagues de bombardiers lourds couvrirent l'horizon de fumée et de poussière au-dessus de Düren et de Jülich, la forêt de Hurtgen remarqua à peine la différence. La voûte des pins dissimulait le spectacle. Au loin, on entendait le grondement sourd des bombes et l'on voyait s'élever des colonnes de fumée noire au-dessus de la plaine. Mais sous les frondaisons, la guerre restait la même. L'artillerie allemande battant les chemins, des mines dissimulées dans la boue, des patrouilles se perdant dans la brume et les éclats. Tandis que l'opération Queen progressait en terrain ouvert, le V-Corps se préparait à lancer, une fois encore, une attaque d'infanterie au cœur du labyrinthe vert. Première avance du 7e corps.
L'avance du 7e corps était devenue le grand pari de Hodges pour se frayer un chemin vers le Rhin. Le désastre des 9e et 28e divisions à l'intérieur de la forêt imposait un changement d'approche. Désormais, la pression principale devait venir du nord avec des divisions vétéranes et mieux équipées, tandis que la 4e restait accrochée au Hurtgen pour protéger le flanc. À partir du 16 novembre, lorsque l'offensive générale débuta, la responsabilité de la progression reposa sur 4 éléments distincts d'un même engrenage. La 1re division d'infanterie, la 4e division d'infanterie, la 104e division Timberwolves et le CCR de la 5e division blindée. La Big Red One ouvrait la route dans le secteur central de Collins. C'était une unité solide, vétérane d'Afrique et de Normandie, habituée à démanteler les défenses allemandes village par village. Face à elle, toutefois, il n'y avait plus le bocage français, mais un mélange inconfortable de bourgs industriels, de collines boisées et des premiers replis du plateau menant à la rivière Roer. Les positions allemandes autour d'Eschweiler, de Langerwehe et des villages en bordure de la plaine étaient renforcées par des bunkers du Westwall, des champs de mines et une artillerie bien servie depuis des hauteurs boisées. Le 16 novembre, après un bombardement aérien et d'artillerie qui promettait plus qu'il ne détruisit réellement, les régiments de la 1re avancèrent sur un terrain transformé en un mélange de boue, de ruines et de cratères. Les rapports parlèrent de progrès mesurés en maisons et en cours, non en kilomètres. Chaque rue conquise signifiait nettoyer des caves, réduire des nids de mitrailleuses dans des bâtiments en béton et subir des tirs de contre-batterie venant de l'intérieur du Hurtgen. Le contact avec la forêt était constant. Même en combattant dans des villages et le long des routes, les hommes de la Big Red One sentaient sur leur droite l'ombre sombre des arbres, d'où tombaient des obus éclatant dans la cime et se dispersant en pluie de shrapnel. Plus au nord, la 104e division d'infanterie, les Timberwolves de Terry Allen, entrait dans sa première grande épreuve sur le front allemand. Allen n'était pas un inconnu pour la 1re division. Il avait commandé nombre des hommes qui combattaient désormais sous Hübner, et il apportait au 7e corps une formation aguerrie en Hollande et célèbre pour ses attaques nocturnes. En novembre, son secteur s'étendait sur la bande industrielle au nord d'Aachen, une zone d'usines, de mines et de voies ferrées que les Allemands défendaient avec ténacité. La guerre sur le front de la 104e se menait dans des cours à charbon, le long des voies ferrées et entre des bâtiments de briques qui s'effondraient sous le feu direct des chars et des canons d'assaut. Là, le combat avait le même visage brutal que dans la forêt. Un soldat de petite taille, aux yeux gris pâles, arriva à un poste de secours avec l'avant-bras pendant, retenu à peine par des tendons. Assis, presque calme, il demanda au chirurgien d'achever de couper ce qui ne servait plus à rien. Les infirmiers dissimulèrent la main sectionnée sous une couverture pour que les autres ne la voient pas. Ce n'était qu'un exemple de la manière dont l'avance du 7e corps, même loin de l'épaisseur du bois, se payait aussi en chair et en os. Au sud de cet axe urbano-industriel, la 4e division d'infanterie restait prisonnière d'une autre guerre, celle du Hurtgen proprement dit. Tandis que la 1re et la 104e poussaient vers la Roer en terrain plus ouvert, les régiments de la 4e avaient la mission ingrate de maintenir le flanc droit du 7e corps ancré dans la forêt, en progressant à travers les villages de Hurtgen, Kleinau et plus loin, Groschau. Leurs objectifs étaient moins spectaculaires sur les cartes, une clairière, une route forestière, une côte sans nom. Mais de ce contrôle dépendait le fait que les Allemands ne puissent pas frapper de flanc la Big Red One ou les Timberwolves. Aux alentours du 21 novembre, la pression sur la 4e était telle que le commandement du corps dut injecter de nouvelles forces dans la fabrique de la mort. La 8e division arrive, et son 121e régiment marcha de nuit sous la pluie et dans la boue pour se placer derrière le 12e de la 4e et le relever en première ligne. Les hommes descendirent de leurs camions dans l'obscurité et parcoururent des kilomètres à travers des flaques gelées jusqu'à leur zone de rassemblement sans presque aucun temps pour reconnaître le terrain. À l'aube, on leur ordonna d'attaquer presque à l'aveugle. La consigne était simple et terrible. Devant se trouvait l'ennemi, et il n'y avait qu'une seule direction possible, en avant. Le CCR de la 5e division blindée constituait l'autre carte de Collins au sein du 7e corps. Officiellement, c'était une force mobile destinée à exploiter une percée. En pratique, elle passa novembre à servir de bouchon, là où l'infanterie se vidait de son sang.
Lorsqu'un régiment était réduit de moitié, les chars du 5e s'avançaient vers les lisières du bois ou à travers des champs détrempés, tirant sur des nids de résistance et des pillbox pour permettre à quelques sections de progresser de quelques centaines de mètres. Les routes et sentiers autour de Gay, de Strasse et des hauteurs dominant le Hurtgen étaient si étroits que, bien souvent, les Sherman se retrouvaient coincés, devenant eux-mêmes des cibles immobiles pour l'artillerie allemande. Malgré tout, la présence du CCR se révéla décisive à plusieurs moments du mois. Là où la 4e division manquait d'hommes, une compagnie de chars ou de chasseurs de chars était projetée vers l'avant pour tenter d'étayer des lignes vacillantes ou de contenir une contre-attaque locale. D'autres fois, le CCR restait à quelques kilomètres derrière la première et la 104e, prête à s'engouffrer dans une brèche et à se tourner vers l'intérieur du pays si la résistance allemande s'effondrait. Cet effondrement ne se produisit jamais. Chaque village conquis par le 7e corps semblait être remplacé par un autre nœud de résistance plus à l'est, toujours appuyé sur les forêts et sur la défense en profondeur de la ligne de la Roer. À la fin novembre, la carte montrait des progrès. La Big Red One avait repoussé la ligne allemande au-delà de plusieurs villages clés. La 104e consolidait la zone industrielle au nord et la 4e, renforcée, s'accrochait aux clairières conquises dans le Hurtgen. Mais derrière ces traits, tracés sur le papier, se cachait une usure qui commençait à devenir insupportable. Certaines compagnies de fusiliers n'avaient plus que la moitié de leurs effectifs initiaux. Les remplaçants arrivaient directement des États-Unis sans expérience du combat et tombaient dès leur premier jour dans la forêt ou parmi les ruines. Contre-attaque et bombardement allemand. Lorsque l'avance du 7e corps sembla avoir enfin ouvert une brèche vers l'est de la forêt, le commandement allemand répondit avec l'unique ressource qui pouvait encore rééquilibrer la balance, le feu concentré. À la fin de novembre, tandis que les divisions nord-américaines réorganisaient leurs lignes autour de Groschau, Jay et des clairières conquises à un coût énorme, les observateurs allemands corrigeaient leurs cartes de tir depuis les crêtes dominant la forêt. C'était l'heure de l'artillerie. Le bois amplifiait la violence de chaque impact. Les projectiles n'explosaient pas au sol, mais dans les cimes des pins, multipliant les éclats en une pluie horizontale d'échardes et d'acier. Les hommes apprirent à craindre autant les troncs que les obus. Un arbre proche pouvait se transformer en une grenade gigantesque. Les premières salves s'abattirent sur les postes de commandement avancé de la 4e division d'infanterie, où les officiers tentaient de réorganiser leur régiment décimé après les combats pour Groschau. Radio détruite, lignes téléphoniques coupées et estafettes abattues sur les chemins transformaient chaque ordre en chaîne brisée. L'effet principal du bombardement n'était pas tant de détruire des positions que de désarticuler la capacité de commandement. À mesure qu'elles se repliaient en petites poches de résistance entre les arbres, les compagnies nord-américaines découvrirent que le feu allemand suivait exactement leurs mouvements. L'ennemi avait appris à lire les schémas de progression. Chaque fois qu'une clairière s'ouvrait pour installer des mortiers, chaque fois que des bulldozers tentaient d'élargir un chemin, les observateurs d'artillerie, dissimulés dans des ruines de fermes ou des bunkers camouflés, transmettaient leurs coordonnées. Les Nebelwerfer, avec leur hurlement inimitable, ajoutaient une dimension psychologique dévastatrice. Les soldats parlaient de orgues du diable, des roquettes qui ne se contentaient pas de tuer, mais annonçaient la mort par un cri prolongé et impossible à ignorer. Après les barrages de feu venaient les contre-attaques. Il ne s'agissait pas de grandes offensives de masse, mais de coups précis portés contre des unités isolées ayant trop avancé. Au début de décembre, de petits groupes de grenadiers et de parachutistes allemands commencèrent à s'infiltrer entre les lignes de la 1re division d'infanterie, cherchant les points de contact entre bataillons. Profitant du brouillard et de la fumée des arbres en feu, ils s'approchaient à distance de grenades, tiraient de courtes rafales de mitrailleuses et disparaissaient avant que l'artillerie américaine ne puisse réagir. La forêt, avec sa visibilité réduite et son enchevêtrement de troncs, constituait le cadre idéal pour ces incursions. À la périphérie de Jay, les compagnies de la 104e division d'infanterie découvrirent que chaque hameau conquis devenait immédiatement une cible prioritaire. Les maisons de pierre qui semblaient offrir un refuge sûr s'effondraient après quelques minutes de pilonnage et les caves se remplissaient de fumée et de poussière jusqu'à rendre l'air irrespirable. Les sapeurs tentaient d'improviser des abris dans la terre humide, mais le niveau élevé de la nappe phréatique inondait les excavations.
Dormir au sec devenait un luxe rare. Dans cet environnement, les contre-attaques allemandes n'avaient pas besoin de grands effectifs. Il suffisait d'un peloton déterminé, appuyé par un ou deux canons d'assaut ou un panzer isolé, pour contraindre une compagnie épuisée à reculer de quelques centaines de mètres. Plus au nord, autour de Kleinhau et de Groschau, les restes des divisions allemandes qui résistaient depuis septembre furent renforcés par des unités fraîches transférées depuis d'autres secteurs. Le commandement allemand comprenait que la forêt constituait le dernier rideau de protection avant les plaines menant à la Roer. L'ordre était clair. Arrêter le 7e corps à tout prix, user son offensive jusqu'à la priver des forces nécessaires pour continuer. L'artillerie de campagne, les obusiers lourds et les mortiers de gros calibre furent concentrés sur un front étroit. À chaque tentative américaine d'ouvrir une nouvelle brèche, répondait immédiatement une recrudescence de feu, comme si la forêt elle-même répliquait par un rugissement. La logistique américaine devint une autre cible. Les routes montant depuis l'arrière vers les villages en ruine étaient étroites, boueuses et faciles à repérer. Camions de munitions, ambulances et jeeps de commandement tombèrent les uns après les autres sous les tirs de l'artillerie allemande. Les conducteurs apprirent à accélérer sur certains tronçons où, presque avec ponctualité, commençaient les impacts. Un retard de quelques secondes pouvait signifier se retrouver pris dans une embuscade d'obus. L'évacuation des blessés, déjà compliquée par le terrain, devint presque impossible lorsque les itinéraires de retour restaient balayés par le feu ennemi pendant des heures entières. La réponse nord-américaine consista à multiplier à son tour les feux. Les batteries d'artillerie du 7e corps travaillaient presque sans relâche, tirant sur des coordonnées qui, bien souvent, ne correspondaient déjà plus à des positions allemandes, tant l'ennemi changeait constamment d'emplacement. Le duel d'artillerie, cependant, favorisait le défenseur. Les observateurs allemands, bien placés aux lisières de la forêt et sur les hauteurs contrôlant routes et clairières, voyaient plus et mieux. Les Américains, enterrés dans l'épaisseur des bois, ne distinguaient guère que des ombres entre les troncs. Le résultat était une usure constante, une érosion des hommes, du matériel et du moral qui rendait chaque jour plus difficile la reprise de l'offensive. Dans ce contexte de feux croisés se produisit l'un des épisodes les plus symboliques de la période. La lutte pour les hauteurs dominantes à l'est de la forêt, des collines qui contrôlèrent visuellement aussi bien les villages que les axes d'approche. Pour s'en emparer, on engagea des unités d'élite comme les Rangers qui progressèrent sur des pentes boueuses sous un déluge de grenades et de mortiers. Chaque mètre gagné exigeait de nettoyer des tranchées, des nids de mitrailleuses et des abris creusés dans la roche. Lorsqu'ils parvenaient enfin à atteindre la crête, ils découvraient que la position se retrouvait immédiatement isolée par un nouveau cercle de feu allemand. Tenir le sommet s'avérait presque aussi coûteux que le conquérir. Le climat acheva de dresser le tableau du désastre. Pluie glacée, brouillard épais et premières tempêtes de neige transformèrent la forêt en un piège de boue et de glace. Les hommes passaient des journées entières trempés, les pieds enflés dans leurs bottes, tandis que les médecins signalaient une augmentation alarmante des cas de pieds de tranchée. Le bombardement allemand tirait parti de ces conditions. Lorsque le brouillard se refermait, les troupes de première ligne ne pouvaient pas voir l'origine des éclairs. Elles ne percevaient que le sifflement croissant des projectiles jusqu'au moment de l'impact. Le sentiment d'impuissance accentuait la tension nerveuse. Beaucoup de soldats tremblaient en permanence, même lorsqu'il ne faisait pas froid. Pendant ce temps, du côté allemand, les ordres étaient clairs, tenir. Le commandement de la 7e armée voyait dans le Hurtgen un endroit où l'ennemi était prêt à continuer de saigner par sa propre décision. Chaque jour où le 7e corps restait enlisé dans l'enchevêtrement d'arbres et de cratères était un jour de plus pour réorganiser les réserves à l'arrière, un jour de plus pour préparer des opérations sur d'autres secteurs du front. Consciente ou non de ce calcul, l'artillerie allemande continua de marteler la forêt avec une discipline implacable, transformant les clairières conquises par l'ennemi en cimetières improvisés. À l'arrivée de décembre, le panorama était celui d'un front qui n'avançait pas, mais qui continuait à consumer hommes et munitions à un rythme insupportable. Les Nord-Américains tenaient des positions qui n'offraient aucun avantage décisif, soumis à un châtiment quotidien qui érodait leur capacité de réaction. La bataille de Kesternitch et l'anéantissement du bataillon 309. À la mi-décembre 1944,
La 78e division d'infanterie, fraîchement arrivée des États-Unis et encore verte, entrait pour la première fois en combat sur le front du Hurtgen. Après 2 ans et demi d'entraînement, son baptême du feu ne se ferait pas dans un secteur calme, mais face à l'un des objectifs les plus durs de toute la campagne. Le plateau conduisant à Schmidt et, au centre de ce dispositif, le petit village de Kesternitz. En apparence, ce n'était qu'un hameau de maisons de pierre et de rues étroites, mais il dominait les routes menant au lac et au barrage du Roer. Si Kesternitz tombait, la voie vers Schmidt s'ouvrait. S'il résistait, l'avance du V-Corps resterait engluée dans la même impasse que toujours. Au sein de la 78e, le 309e régiment reçut l'une des missions les plus délicates. Ces bataillons devaient progresser depuis la ligne de départ dans la neige profonde, traverser des champs de mines et des lignes de pillbox pour s'emparer d'abord des casernements et positions avancées allemandes, puis de Kesternitz lui-même. La division arrivait déjà handicapée par des problèmes d'origine. Elle avait été vidée de ses vétérans pour alimenter d'autres unités et complétée par de très jeunes remplaçants, commandés par des officiers ayant peu ou pas d'expérience réelle du combat. Sur le papier, c'était une division entraînée. En pratique, c'était une grande unité novice, jetée sans transition dans le pire recoin du front. L'attaque commença à l'aube du 13 décembre par un temps glacial, un brouillard bas et un silence pesant que seul rompait le grondement lointain de l'artillerie. Tirant les leçons des divisions qui s'étaient brisées avant eux, les commandants de la 78e décidèrent de se passer d'un grand bombardement préparatoire. Ils voulaient surprendre les défenseurs et un tel feu les aurait mis en alerte. Les hommes du 309e avancèrent en file, glissant sur des pentes gelées, traversant des champs blancs où chaque amas de neige pouvait dissimuler une mine. La première explosion survint lorsqu'un soldat posa le pied sur une charge. Les brèves lueurs de la déflagration éclairèrent des casques tendus et des visages très jeunes. L'instinct fut de s'arrêter. Les sergents, en criant, les poussèrent en avant. Malgré les pertes initiales, l'avance parvint à s'infiltrer entre plusieurs postes allemands. Dans la pénombre, des patrouilles du 309e contournèrent des pillbox, capturèrent des postes d'écoute et, à l'aube, firent irruption dans des baraquements où elles surprirent les défenseurs en train de prendre leur petit déjeuner. Ce fut un moment d'euphorie. Pour une fois, il semblait que le plan fonctionnait, que l'infanterie pouvait se frayer un chemin sans être massacrée à découvert. Depuis l'arrière, les états-majors de régiment signalaient que l'objectif intermédiaire était atteint et demandaient l'autorisation de poursuivre l'avance. C'est là que commença la chaîne de décision qui allait aboutir à l'anéantissement du bataillon. Le plan initial prévoyait que le 309e s'arrête au baraquement, consolide la position et laisse le 310e le dépasser en direction de Schmidt. Cependant, la pression pour exploiter le succès et l'obsession des barrages du Roer l'emportèrent. Le commandement de corps insista. Le 309e devait continuer à avancer autant que possible, même sans l'appui des chars ni des armes lourdes, qui ne pouvaient parvenir tant que les routes restaient bloquées. Une fois encore, l'infanterie devait faire le travail seule. Le 2e bataillon du 309e reçut l'ordre de poursuivre vers Kesternitz. Ses compagnies traversèrent la neige, épuisées, les bottes détrempées et les chaussettes gelées collées à la peau. Il n'y avait pas de temps pour reconnaître calmement le terrain, ni pour ouvrir des itinéraires alternatifs. Les sentiers étaient battus par l'artillerie et flanqués de maisons que les Allemands avaient renforcées comme de petits bunkers. Malgré tout, au prix de combats maison par maison, de grenades lancées par les fenêtres et de rafales de M1 dans des escaliers étroits, les soldats américains grignotèrent des portions du village. À la tombée de la nuit, Kesternitz semblait officiellement aux mains des Américains. En réalité, le 2e bataillon était étiré et mal relié, occupant quelques pâtés de maisons centraux, tandis que les Allemands conservaient des positions solides à la périphérie et dans les sous-sols de plusieurs maisons. Les communications radio défaillaient dans la neige, la fumée et derrière les murs épais. Les téléphones de campagne étaient coupés à répétition par les impacts. Plus grave encore, les routes vers l'arrière restaient sous observation ennemie, empêchant l'arrivée à temps des chars, de l'artillerie d'accompagnement et des renforts. Le bataillon dormait dans un village encerclé, avec des munitions limitées et un ennemi qui connaissait chaque recoin mieux qu'eux.
Dans l'obscurité précédant l'aube, un observateur avancé d'artillerie américain détecta du mouvement à l'est de Kesternich. Des ombres qui se regroupaient, des bruits de moteurs, des silhouettes se déployant sur la neige. Il reconnut les signes d'une contre-attaque et transmit les coordonnées par téléphone. Quelques minutes plus tard, l'artillerie de la division déversa un bombardement massif sur les formations allemandes. Pendant un instant, il sembla que le danger était écarté. Les attaques se dispersèrent, les cris des blessés ennemis se mêlèrent au rugissement des canons et les hommes du 2e bataillon respirèrent un peu plus librement. Mais ce n'était que l'avant-garde. En milieu de matinée, la contre-attaque principale se déclencha, cette fois coordonnée et appuyée par des canons d'assaut et des éléments blindés de la 10e division Panzer. Depuis les pentes et l'entrée du village, les chars commencèrent à pilonner les maisons où se réfugiaient les Nord-Américains, ouvrant des brèches dans les façades et faisant s'effondrer les toits sur des sous-sols pleins de blessés. L'infanterie allemande, vétérane et endurcie par des années de guerre, se glissa derrière le feu, maison par maison, exploitant chaque mur, chaque clôture, chaque rigole gelée pour s'approcher sans trop s'exposer. À l'intérieur de Kesternich, la défense du 2e bataillon se fragmenta en petits noyaux isolés. Une escouade résista dans une grange jusqu'à épuiser ses munitions. Une autre fut ensevelie lorsqu'un coup de canon fit voler un mur en éclats. Les compagnies avaient perdu nombre de leurs officiers dès les premières heures et les sergents improvisaient des lignes de résistance dans des cuisines, des étables ou des couloirs encombrés de décombres. Les Allemands progressaient en utilisant des lance-grenades et des charges creuses contre les murs, ouvrant des passages permettant de passer d'une maison à l'autre sans s'exposer dans la rue. La pression s'accrut lorsque les panzers parvinrent à se placer sur les flancs du village et à tirer en enfilade dans les rues, balayant toute tentative de mouvement. Sous ce feu croisé, les réserves de munitions du 2e bataillon commencèrent à s'épuiser. Les tentatives d'acheminer des munitions depuis l'arrière se heurtaient à l'artillerie ennemie qui battait sans relâche les accès. Certains messagers disparaissaient simplement dans la neige, d'autres arrivaient à moitié gelés sans avoir réussi à progresser de plus de quelques centaines de mètres. À midi, des éléments du bataillon en étaient déjà réduits à échanger des grenades et quelques coups isolés. D'autres, tout simplement, se taisaient, neutralisés ou détruits. Le commandant du 2e bataillon vit son périmètre se rétrécir pâté de maison après pâté de maison, les Allemands débordant des positions qu'ils ne pouvaient plus couvrir. Il n'y avait plus de radio fiable, plus d'artillerie d'appui capable de tirer sans anéantir les siens, plus de chars. Il ne restait que des hommes dispersés, des blessés entassés dans des sous-sols et une poignée d'officiers tentant de soutenir l'insoutenable. Lorsque les chars et l'infanterie allemande firent irruption dans le dernier noyau de résistance autour du poste de commandement improvisé, la situation était devenue intenable. La plupart des mitrailleuses étaient hors d'usage, les munitions presque épuisées, et il n'existait plus de ligne continue à défendre. Le commandant du bataillon, entouré de ses survivants, prit la décision qu'aucun officier ne souhaite prendre: se rendre pour éviter un massacre inutile. Lui et ceux qui restaient de ses compagnies furent faits prisonniers et conduits vers l'arrière allemand à travers un village en flammes. Kesternich retomba aux mains de l'ennemi. Le 2e bataillon du 309e avait cessé d'exister en tant qu'unité combattante. De tout le bataillon, à peine une poignée d'hommes survécut, autour d'un capitaine et d'un peu plus d'une cinquantaine de soldats comptabilisés comme prisonniers. Le reste gisait mort sous les décombres, étaient dispersés comme blessés dans la neige ou avaient été capturés en petits groupes à mesure que leur position tombait. En termes pratiques, le bataillon avait été anéanti. Hors du village, le commandement tenta une réaction immédiate. Des restes du 3e bataillon du 309e et une force improvisée du 310e, chauffeurs sans véhicule, cuisiniers, personnel de bureau et hommes des armes lourdes reconvertis en fantassins, furent lancés en toute hâte vers Kesternich. Ils pénétrèrent aux lisières du village, se collèrent aux murs et aux clôtures, parvinrent à reprendre quelques maisons dans des combats à bout portant. Mais l'ennemi, appuyé par des blindés et solidement installé dans les positions centrales, les repoussa de nouveau avec de lourdes pertes. La contre-attaque ne rétablit pas la situation. Elle ne fit qu'ajouter d'autres noms à la liste des pertes. Décembre, défaite américaine et détournement de l'attention vers les Ardennes. Les dernières semaines de l'année virent à la 78e division d'infanterie tenter de consolider sa tête de pont autour de Kesternich,
clé de toute progression vers Schmidt et le système de barrage. Le village, réduit à un amas de carcasses de pierre, avait changé de main au cours de combats maison par maison. Les compagnies qui le défendaient n'étaient plus que l'ombre d'elles-mêmes, mélange de vétérans épuisés et de remplaçants qui connaissaient à peine le nom de leur chef. Le terrain était gelé, les cadavres à moitié recouverts par la neige, et les routes si dévastées que les ravitaillements arrivaient en retard quand ils arrivaient. À l'aube de l'un de ces derniers samedis de décembre, un observateur avancé du 903e bataillon d'artillerie aperçut un mouvement sombre dans la pénombre. Il signala par téléphone un possible contre-attaque et transmit des coordonnées approximatives. En quelques minutes, les artilleurs de la division préparèrent un tir massif, plusieurs bataillons tirant 5 salves presque simultanément. Toute la forêt sembla se soulever lorsque la rafale s'abattit sur les troupes allemandes qui avançaient à tâtons dans la neige. Pendant un instant, il sembla que le déluge d'obus suffirait à tout arrêter. Cris, silhouettes en fuite, terrain couvert de corps immobiles. Mais ce n'était qu'un prélude. Vers le milieu de la matinée, l'attaque allemande se déclencha avec toute sa force. Appuyée par des canons automoteurs, la 10e division Panzer, qui avait autrefois eu Rommel pour commandant, se rua sur les positions amincies de la 68e. Elle frappa directement Kesternich, balayant les tranchées, réduisant les nids de mitrailleuses et enveloppant les maisons encore debout. Le commandant du 2e bataillon du 309e régiment, avec ce qui restait de ses hommes, finit par se rendre. Il fut fait prisonnier avec la garnison qui résistait encore. Lorsque le feu cessa, Kesternich était de nouveau aux mains des Allemands et le bataillon avait pratiquement cessé d'exister. Le commandement américain réagit avec des réflexes déjà devenus habituels dans le Hurtgen. Improviser de l'infanterie où que ce soit. Le 3e bataillon du 309e et une task force, formée de compagnies du 310e, furent lancés dans un contre-attaque désespéré. Pas seulement des fantassins. Des chauffeurs ayant perdu leur véhicule, des cuisiniers, des employés de bureau, des spécialistes des armes lourdes. Quiconque pouvait tenir un fusil M1 fut envoyé vers le village en ruine. Ils réussirent à pénétrer dans Kesternich à travers la neige et la fumée, traversant des rues transformées en tranchées de décombres, mais la supériorité numérique et de feu allemande les repoussa de nouveau. Le contre-attaque se désagrégea en petits groupes qui reculaient ou restaient coincés dans des caves et des granges. Pour beaucoup, Kesternich fut le dernier nom qu'ils entendirent dans cette guerre. Pendant ce temps, dans d'autres secteurs de la forêt, l'histoire se répétait avec de minimes variations. Les unités qui avaient tenu en novembre, restes de la 4e division, éléments de la 8e et de la 1re, restaient cloués à leur secteur, soumises à une usure constante. Les cas de pieds de tranchées, de pneumonie et de gelures s'accumulaient dans les postes de secours. Les cadres vétérans, qui donnaient leur cohésion aux compagnies, avaient été décimés. Dans certains cas, le taux de perte atteignait ou dépassait 100%. Des régiments engagés à effectif nominal qui, quelques semaines plus tard, devaient être entièrement reconstitués avec des remplaçants fraîchement arrivés des États-Unis. À la fin de novembre, le météorologue en chef de la Wehrmacht, Karl Recknagel, avait prédit qu'à partir du 16 décembre, il y aurait une période de brouillard, de pluie et de chute de neige sur l'Eifel et les Ardennes, le climat du Führer, idéal pour dissimuler une offensive et neutraliser la suprématie aérienne alliée. Avec ce rapport sur la table, Hitler fixa finalement la date de sa grande contre-offensive, l'aube du 16 décembre 1944. Ce qui demeurait pour les hommes dans la forêt, une bataille d'usure absurde, s'inscrivait désormais dans un pari stratégique bien plus vaste. Le choc ne tarda pas à se faire sentir. Ce matin-là, tandis qu'à l'arrière on préparait un repas spécial pour célébrer la nomination d'Eisenhower comme général 5 étoiles, les observateurs d'artillerie commencèrent à signaler des mouvements massifs et des concentrations de feu dans des secteurs jusqu'alors relativement calmes. L'attaque allemande se propagea comme un incendie le long du front des Ardennes, surprenant des divisions fatiguées, des unités au repos et des centres logistiques pris au dépourvu. Pour les hommes du Hurtgen, la première impression fut qu'il s'agissait d'un nouveau contre-attaque local, plus violente que d'habitude. Ce n'est que lorsque les rapports annoncèrent que les Allemands avancèrent vers l'ouest, en Belgique, qu'il devint clair que quelque chose de bien plus vaste était en cours. Le paradoxe était brutal.
Au moment même où les troupes du Hurtgen continuèrent de tomber dans des embuscades, de sauter sur des mines ou de mourir sous les arbres éclatés, l'attention médiatique et politique s'éloignait définitivement de la forêt. L'offensive allemande dans les Ardennes accapara les titres, l'inquiétude des états-majors et, plus tard, la mémoire collective. Le Hurtgen, en revanche, s'effaçait des communiqués sous des formules vagues comme « activités limitées » ou « combats locaux », alors qu'en réalité, l'hémorragie continuait. Lorsque la longue lutte dans la forêt prit enfin fin, au début de 1945, le bilan était accablant. En 6 mois, 8 divisions d'infanterie et 2 divisions blindées américaines, ainsi que plusieurs unités mineures, avaient été engagées dans ce secteur. De nombreuses compagnies de fusiliers avaient subi des pertes allant jusqu'à 50% en à peine 2 semaines. 2 régiments, le 60e de la 9e division et le 22e de la 4e, furent littéralement détruits à 2 reprises. Au total, près de 30 000 soldats américains avaient été tués ou blessés dans le Hurtgen, sans compter les milliers évacués pour épuisement au combat ou pour des maladies liées aux conditions extrêmes. Le prix payé pour cette portion de forêt, d'à peine 50 000 carrés, fut sans commune mesure avec le résultat obtenu. Lorsque le haut commandement comprit enfin que la capture des barrages du Roer était le seul objectif stratégique réellement important, il était trop tard. Les installations restaient aux mains des Allemands, prêtes à être utilisées comme armes hydrauliques si les Alliés tentaient de franchir le fleuve. Les opérations pour s'en emparer durent attendre février, et ce retard ajouta encore des noms à la liste des pertes britanniques et canadiennes sur le front du Roer. Pour les vétérans qui sortirent vivants de la forêt, cependant, les chiffres officiels ne pouvaient refléter ce que ce lieu avait signifié. À Noël 1944, tandis que le monde regardait avec horreur l'avance allemande dans les Ardennes, la bataille de la forêt de Hurtgen était déjà perdue, militairement par le coup absurde au regard des maigres résultats, moralement par l'abîme qu'elle creusa entre les soldats qui l'avaient livrée et les commandements qui refusèrent d'admettre qu'elle n'aurait jamais dû être menée.